Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Je suis allergique à Paris, donc je parle du nez, donc j'ai une conjonctivite, bref, cette ville veut absolument me faire partir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes différentes sources de revenus en tant que freelance, parce que c'est une question qui m'est beaucoup posée à la fois en message privé, mais aussi par mes amis qui comprennent pas forcément ce que je fais de mes journées. C'est quelque chose que je comprends complètement parce que moi-même, quand j'étais salariée, ça me faisait un petit peu rêver ce mode de vie complètement indépendant, et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait en vivre tout simplement. C'est parti. Pour rappel, je suis Samia Miskina, je suis podcasteuse depuis plus de 2 ans. J'ai fait notamment des podcasts pour Spotify, pour Slate, pour Binge Audio, et puis en fait plein d'autres choses que je vais détailler d'ailleurs à l'occasion de cette vidéo pour vous parler un petit peu de mes différentes sources de revenus. Alors d'abord, comment est-ce que je suis devenue freelance? J'ai fait des études assez longues pendant 8 ans, et puis ensuite j'ai cherché un travail entre guillemets traditionnel. J'étais contractuelle pendant quelques mois au CNRS et ensuite au ministère de l'Intérieur, où je travaillais dans le domaine dans lequel je m'étais spécialisée en master, c'est-à-dire la sécurité nucléaire. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui m'ont pas trop plu en fait dans ce type de boulot, c'est-à-dire que bien sûr les horaires étaient imposés, je devais répondre à des commandes, c'était pas du tout des projets que j'avais moi-même choisis. J'avais pas non plus le choix de mes collègues, c'est-à-dire que forcément on choisit pas son environnement de travail quand on est salarié, on ne choisit pas les personnes qu'on côtoie au quotidien. Pour moi c'était un problème parce que j'avais parfois des collègues un petit peu spéciaux on va dire. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de poser ma démission un beau matin sans avoir aucun plan derrière, c'est-à-dire que j'avais 1 mois de préavis et ensuite il fallait que je me débrouille. Pour vous donner une idée, ça m'a pris environ 6 mois pour commencer à gagner un petit peu d'argent et ensuite 8 mois on va dire quand même, enfin 8 mois en tout en comprenant ces 6 mois là, pour pouvoir trouver un logement à nouveau à Paris. Concrètement, comment est-ce que j'ai commencé à gagner de l'argent? J'avais déjà à ce moment-là un blog que j'avais lancé quand j'étais encore salariée, Radio Tips, sur lequel je faisais des critiques de podcasts, sur lequel je faisais des interviews, je partageais des actualités autour du podcast. Donc c'était une sorte de vitrine qui m'a permis d'approcher des entreprises pour leur proposer de faire de la rédaction web. Il y avait à ce moment-là une entreprise qui s'appelait Ocha, enfin qui s'appelle toujours Ocha, et qui est un hébergeur de podcasts qui se lançait tout juste et à qui j'ai proposé d'écrire des articles pour leur blog à destination des personnes qui voulaient se lancer dans le podcast puisque c'est un peu leur cible en fait. Comment ça marche? C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises ont un blog. L'idée c'est d'être bien référencé sur Google, comme ça quand on tape une recherche sur Google, on tombe sur leur site via le blog et ensuite c'est comme ça qu'on découvre leurs produits ou leurs services. J'ai commencé en écrivant un article par semaine ou toutes les 2 semaines et c'est une collaboration qui a duré environ 1 an. Donc c'était vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là j'étais moi-même podcasteuse débutante, j'avais fait mon premier documentaire autoproduit, donc je pouvais mettre évidemment dans la peau de quelqu'un qui se lançait et faire des recherches pour répondre aux questions qu'on peut se poser quand on se lance dans le podcast. Rapidement j'ai rencontré Audible au Paris Podcast Festival, vous connaissez sans doute, c'est un éditeur de livres audio, ils sponsorisent aussi des podcasts, donc ils ont un certain nombre de podcasts sur leur plateforme et je leur ai proposé d'écrire des critiques de ces podcasts pour leur blog, puisqu'ils avaient aussi bien sûr un blog, et puis j'avais aussi des crédits pour écouter des livres audio et puis parler des livres audio qu'ils éditaient, donc c'était super intéressant. Donc c'était une collaboration qui a duré assez longtemps, qui a plutôt très bien marché, et donc ces sous que je recevais de Ocha et d'Audible m'ont permis d'envisager de retrouver un appartement, ce qui s'est fait assez vite. Je roulais pas sur l'or, mais j'avais de quoi vivre. À partir de ce moment-là, j'ai eu une autre source de revenus, c'est du brand content et plus spécifiquement la production de podcasts en brand content, c'est-à-dire pour une marque. Et c'était tout simplement Ocha puisque j'écrivais donc déjà des articles pour eux et ils voulaient se lancer dans le podcast, ce qui était assez logique pour un hébergeur de podcast finalement. Donc j'allais interviewer des podcasteurs et podcasteuses qui étaient hébergés sur leur plateforme. Donc c'était une façon de parler des coulisses de leur travail et puis en même temps de mettre en avant Ocha. Donc ça m'a beaucoup plu parce qu'à ce moment-là, via mon blog, via mon premier documentaire autoproduit, je commençais à me faire un petit réseau dans ce milieu du podcast. Souvent, je connaissais les personnes que j'allais interviewer et j'admirais sincèrement leur travail, donc c'était plutôt très agréable.
Un jour, j'ai reçu un mail d'une agence de youtubeurs qu'on appelle un réseau multichaîne et on me proposait de m'occuper de la technique du nouveau podcast d'une youtubeuse donc très connue, même si moi je la connaissais pas à ce moment-là, mais elle a effectivement une bonne communauté. On m'a proposé donc de m'occuper de louer mon matériel, de gérer la technique le jour de l'enregistrement et puis de m'occuper de la post-production, donc montage, mixage. Donc c'était intéressant parce que ça m'a permis de découvrir ce que c'était d'être juste entre guillemets la petite main sur un podcast qui n'était pas le mien. En même temps, ça m'a pas forcément non plus énormément plu parce que je me suis rapidement rendu compte quand même que si j'avais quitté mon travail, c'était pour travailler sur mes propres projets que je voulais gérer de A à Z et donc ça faisait une forme de revenu qui était pas négligeable. Après quelques épisodes, j'ai arrêté. C'était quand même plutôt très très positif, simplement j'aurais pas pu faire ça pendant des années je pense. Et donc justement, en parallèle de toutes ces activités, je continuais à pitcher mes projets à des producteurs. J'ai eu 2 documentaires produits par Binge Audio dans le cadre de leur émission Programme B. Et puis quelques mois plus tard, donc en 2019, j'ai eu 2 projets de grande envergure qui ont été acceptés par d'un côté Slate, donc un podcast sur les manifestations qui s'appelle Les Forces du désordre, et de l'autre Spotify avec un projet sur la sexualité, une émission sur la sexualité, Sex Club. Donc il y a un côté un petit peu intimidant parce que c'est la première fois qu'on me payait pour mettre en œuvre un projet qui était né dans ma tête. Donc il y avait quand même une grosse responsabilité. En même temps, je n'étais pas toute seule puisque bien sûr à chaque fois j'avais un producteur et puis parfois aussi des techniciens, notamment musiciens, musiciennes pour travailler avec moi. Donc c'est là que j'ai appris notamment à négocier la rémunération à la hauteur du travail fourni. C'est pas forcément facile de parler d'argent dans ce genre de cadre. Enfin, c'est rarement facile de parler d'argent tout court. Mais en plus, quand c'est pour mettre une valeur sur le travail qu'on fournit, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ça m'a appris ça, les choses à faire, à ne plus faire. Et puis, en fait, c'est rapidement devenu mon activité principale, en fait, ma source de revenus principale. C'est-à-dire que je continue à écrire des articles en parallèle. Je continue peut-être à faire des petites choses ponctuellement à droite à gauche. Mais c'est ça qui me faisait vraiment vivre. Depuis peu, je me suis lancée dans une nouvelle forme d'activité et une nouvelle source de revenus. Ce sont les formations. J'ai commencé notamment avec une amie qui travaille aussi dans le podcast. Aujourd'hui, je fais aussi des formations toute seule. Donc c'est surtout en entreprise. C'est passionnant parce que j'adore transmettre un savoir auprès de personnes qui veulent se lancer. C'est souvent des entrepreneurs et des entrepreneuses qui veulent faire une émission en lien avec leur activité. C'est souvent assez rémunérateur aussi. Donc ça me permet de combiner un petit peu tout ça, c'est-à-dire les sous. Et donc pour moi, c'est hyper gratifiant de voir une personne que j'ai formée lancer son émission et franchir le pas de se lancer dans le podcast, quoi, tout simplement. Alors dans cette vidéo, je voulais absolument parler des avantages et des inconvénients dans le fait de travailler en tant que freelance. Donc bien sûr, les avantages, vous vous en doutez, il y a une liberté d'horaire, une liberté des projets sur lesquels on travaille, même si parfois on est un peu obligé d'accepter des projets qui nous plaisent moins parce qu'on a moins de revenus à ce moment-là. Mais globalement, c'est des projets qui sont sur un temps court, donc c'est pas très grave. On n'est pas obligé de voir des collègues tous les jours, donc ça dépend beaucoup des gens. Je pense qu'autour de moi, j'ai des personnes très différentes, certaines personnes qui sont très bien toutes seules toute la journée chez elles, d'autres qui ont absolument besoin d'un contact avec les collègues, donc voilà, ça dépend de votre personnalité tout simplement. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Par contre, il y a aussi des inconvénients dans le fait de travailler en freelance, évidemment, notamment le fait qu'on se retrouve souvent à travailler beaucoup plus que si on était salarié. En vrai, ça dépend des périodes parce que il y a des périodes où on a beaucoup de travail, d'autres où on a beaucoup moins de travail. Donc les périodes où on a moins de travail compensent un petit peu. Par contre, c'est quand même difficile de justement réussir à couper complètement du boulot pendant certaines périodes. On se sent coupable de rien faire. En fait, globalement, en freelance, on se sent souvent coupable quand on travaille pas, même si c'est le week-end, même si c'est en vacances. Donc c'est un peu difficile de couper. Il y a bien sûr une incertitude financière parce que une collaboration peut s'arrêter d'un jour à l'autre sans prévenir. On n'est pas salarié, donc on n'a pas de garantie d'emploi sur le temps. Enfin, on n'a aucune garantie de ce type-là. Il y a aussi le fait que les retards de paiement, c'est une réalité. Enfin, c'est aussi révoltant que ça puisse paraître.
il y a des entreprises qui vont mettre des mois à nous payer. C'est un peu compliqué quand on comptait sur cet argent pour payer un loyer, etc. Donc bien sûr, on va vous donner toutes les explications du monde pour justifier le retard de paiement. N'empêche que vous n'avez pas grand-chose à dire à votre propriétaire. Et moi, franchement, il y a 1 an, je suis passée par une phase très compliquée. J'avais pas un centime de côté. Je comptais sur des paiements qui sont arrivés très en retard. Et ça a été des moments de stress pas possible parce que vraiment, les questions d'argent peuvent nous occuper l'esprit 100% du temps. On a du mal à trouver le temps de travailler à côté. On a du mal à avoir l'esprit libre pour faire quoi que ce soit. On pense constamment à mais en fait, comment est-ce que je vais payer mon loyer? Comment est-ce que je vais honorer mes factures? Enfin, c'est très compliqué. C'est des choses qu'il faut apprendre à gérer. Et puis bien sûr, il y a énormément de moments dans la vie de freelance qui sont pas rémunérés. Répondre à des mails, c'est pas rémunéré. Démarcher des clients ou des producteurs, c'est pas rémunéré. Élaborer un projet, donc partir de l'idée à un dossier. En fait, l'élaboration du dossier, c'est du travail peut-être dans le vide parce qu'on n'a aucune assurance que le projet va se réaliser ensuite. Tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais c'est des choses à savoir avant de se lancer. En conclusion, je voulais mettre en avant plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas hésiter à se jeter dans le bain, même si ça fait peur. C'est-à-dire que si on veut devenir freelance, on ne pourra jamais complètement assurer ses arrières en étant encore salarié et se dire bon là, ça y est, c'est le bon moment parce que j'ai sécurisé ci, j'ai sécurisé ça. C'est important de partir avec une forme de sécurité qui est par exemple un peu d'argent de côté, mais au bout d'un moment, c'est en sautant dans le vide qu'on va développer son activité. Un autre enseignement, c'est qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire toujours se dire qu'une collaboration peut s'arrêter à tout moment, même si elle fonctionne depuis des années avec quelqu'un, même si tout va bien, on ne sait pas. Par exemple, cette entreprise demain n'aura peut-être plus de budget pour rémunérer des freelances. Il faut toujours s'y préparer parce qu'il n'y a aucune sécurité de l'emploi en freelance. Donc diversifier ses sources de revenus, c'est hyper important. Enfin, un autre enseignement, c'est dès qu'on peut, on met de l'argent de côté parce que c'est quelque chose qui va vous rassurer énormément pour faire face à une absence de revenus à un moment, pour faire face à des retards de paiement. Donc dès que vous le pouvez, dès que vous êtes en mesure de le faire, mettez l'argent de côté. Aujourd'hui, c'est mon cas, j'ai réussi à faire ça, moi qui étais un vrai panier percé, notamment quand j'étais salariée, même je mettais vraiment jamais un centime de côté. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était la clé de ma sérénité, tout simplement. C'est quelque chose dont on ne peut pas se passer quand on est en freelance. Enfin, un dernier conseil, c'est de savoir valeur de son travail, de ne pas hésiter à la dire, de ne pas hésiter à dire non à des collaborations. C'est pas facile, mais dire non à des collaborations quand on veut mal nous payer, tout simplement, parce que c'est pas gratuit. Un freelance n'est pas gratuit. Un freelance ne se rémunère pas en visibilité parce que un loyer ne se paye pas en visibilité. Un frigo ne se remplit pas avec de la visibilité. Donc, il faut absolument savoir la valeur de son travail et demander une juste rémunération. C'est bien pour vous, c'est bien pour la profession en général parce que plus les prix seront tirés vers le bas et plus ça sera un standard en fait pour toute votre profession. Donc toujours avoir ça en tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter avec vos propres galères de freelance ou ce que vous avez trouvé cool depuis que vous êtes freelance. Si vous êtes quelqu'un qui veut se lancer dans ce mode de vie, quels sont vos espoirs, quelles sont vos craintes. Bref, n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de partager cette vidéo avec les personnes que ça pourrait intéresser. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.